Loïc Penn, bonjour. Bonjour. Alors, on le rappelle, vous êtes médecin urgentiste dans l'Oise, à l'hôpital de Creil. On fait ce live ensemble maintenant assez régulièrement depuis le début de la pandémie, chaque semaine quasiment, pour faire le point sur l'épidémie, mais aussi la situation à l'hôpital. Et aujourd'hui, la préparation de la grande manifestation du 16 juin, manifestation, enfin journée d'action nationale dans toute la France pour l'hôpital public. On va commencer par l'épidémie. Où en est-elle? Est-ce que vous pouvez nous donner un point sanitaire sur l'évolution de l'épidémie? Le point sanitaire, il ressemble à celui que j'ai fait sur le dernier live en s'améliorant, parce que ce qu'on sentait bien sur le terrain, c'est l'absence de nouvelles contaminations en masse. On a très peu de patients désormais qui viennent avec un problème de Covid. C'est vraiment en train de réduire. Alors, ça ne veut pas dire que le virus soit plus circulant, faut faire attention. Il y a eu plus de 100 clusters, plus de 100 foyers épidémiques, je disais plus de clusters, 100 foyers épidémiques depuis le déconfinement, en fait, l'arrêt du confinement. Donc, il y a toujours, mais ces foyers restent isolés, circonscrits. On n'a pas, en fait, on n'a plus la situation qu'on a connue au début de l'épidémie avec cette envolée de patients qui avaient réussi à saturer complètement nos capacités d'hospitalisation. Enfin, bon, on les a adaptés, mais c'est un constat d'échec. C'est-à-dire qu'on a dû arrêter d'autres prises en charge. D'ailleurs, c'est en train de nous rebondir à la figure, parce que là, j'étais aux urgences hier, je suis sorti de garde hier. On a laissé les urgences avec 40 patients dans les couloirs, pas de lit d'hospitalisation, voilà, pas de place pour les prendre en charge. Et mes collègues des autres hôpitaux me rapportent les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a de nouveau la situation anormale qu'on connaissait avant. Alors elle est en plus renforcée par le fait qu'on a beaucoup de patients âgés qui n'ont pas été pris en charge durant cette épidémie, qui se sont dégradés parce que voilà, on était sur du Covid et puis les gens restaient confinés et puis il y avait la peur de venir consulter le médecin. On a signalé à plusieurs reprises ce danger-là. Et là, on voit arriver des gens qui sont dans des états assez dégradés et donc qui nécessitent maintenant des prises en charge urgentes, hospitalières, alors que nos capacités n'ont pas augmenté, puisque contrairement à aux annonces préliminaires du président de la République, quoi qu'il en coûte, on va développer la santé, on revient plutôt à des logiques de ça coûte trop, et donc toujours des logiques de restriction dans le service public hospitalier. Et qu'en est-il des primes qui étaient annoncées suite à l'investissement énorme du corps soignant pendant l'épidémie? Alors déjà, avant de parler de ces primes, et je vais en parler, c'est pas ce qui était demandé, les primes. Ce qui était demandé, c'est une revalorisation salariale. C'est tenir compte du fait qu'en 20 ans, les personnels soignants ont perdu 20% de leur pouvoir d'achat. Et que c'est ça, en fait, qu'il faudrait, c'est remettre à niveau une augmentation de 20%. Et je disais que c'était pas délirant, puisqu'en Allemagne, les infirmières sont payées 25% de plus qu'en France, donc on ne les rattraperait même pas. Mais pour remettre les moyens, enfin le moyen de vivre pour ce personnel soignant qui a des salaires, alors parfois de misère. Quand on prend les plus bas grades de la fonction publique hospitalière, on est vraiment très très bas. Donc c'est ça qui était demandé, c'est ça que nous allons demander lors de la manifestation du 16, parce que voilà, on n'est pas sur une fin de partie avec on laisse un pourboire pour le personnel. Non, on est sur des personnels soignants qui doivent être reconnus dans leur métier, pas seulement pendant le Covid, mais tout au long de leur carrière, sur l'investissement qu'ils font pour l'hôpital public. Et ça passe par la revalorisation salariale. Alors les primes, personne ne crache dessus, parce que les gens sont, je l'ai dit, ont des situations financières difficiles, donc une prime, c'est toujours le bienvenu. Simplement, moi je la vois aujourd'hui, la prime, alors qu'elle devrait être donnée à tous les personnels travaillant dans l'hôpital, parce qu'à un niveau ou à un autre, tout le monde s'est investi. Là, on est en train de diviser les gens en disant oui, mais toi, tu étais proche du Covid, tu auras la prime entière. Toi, tu en as été un peu loin, tu auras moins la prime. C'est une façon de faire. Alors Carrefour a eu les mêmes pratiques avec ses agents et ses caissières en donnant des primes complètes à celles qui étaient tout le temps là. Alors on a même eu l'aberration de gens qui étaient en arrêt maladie, qui finalement n'ont pas eu la prime puisqu'ils avaient chopé le Covid et ils étaient en arrêt maladie, c'était pas là. On voit l'aberration là, de cette logique qui est vraiment délétère, parce que tous les gens qui courent après un petit revenu supplémentaire et qui en ont besoin se regardent un peu en chien de faïence. Tiens, lui, il l'a eu et pas moi, pourquoi?
on a vraiment le pire du pire dans la façon de traiter cette histoire de prime, puisque on oppose les gens les uns aux autres, alors qu'on avait quand même réussi à faire preuve d'un beau rassemblement et d'une belle solidarité durant toute cette période épidémique entre les soignants pour travailler, soigner, réussir à prendre en charge les gens. Donc c'est une forme de remerciement qui est perverse, je trouve. Donc cette prime, elle doit être donnée à l'ensemble des acteurs de l'hôpital, et on ne doit pas regarder qui a vu le plus de patients contaminés ou pas. De toute façon, en rencontrer un qui vous donne le Covid, ça suffit. Voilà, il faut garder cette logique-là. Donc oui, c'est malsain ce qui se passe. Alors, il y a eu, au-delà des primes, les promesses présidentielles de mettre tous les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de l'hôpital public. Et s'est ouvert le Ségur de la santé. Est-ce que vous pouvez faire un point et rappeler ce qu'est le Ségur de la santé pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, et où on en est des fameuses annonces et de l'évolution du Ségur de la santé? Des annonces, on en est nulle part. Pour l'instant, on est dans des grandes palabres. Voilà, ça ressemble étrangement à ça. On a eu une grand-messe avec 300 personnalités pour discuter, entendre les déclarations gouvernementales. Voilà, ça a été... Nicole Notat a été ainsi extrêmement défavorable en tant que pilote du Ségur, enfin de cette conférence appelée Ségur, parce que voilà, elle est fortement connotée, proche des libéraux qui ont fait tant de ravages à l'hôpital. Et puis, c'est surtout le Premier ministre qui nous a indiqué que ce débat devait s'inscrire dans le cadre de la loi Ma Santé 2022. Enfin, rappelons-le, Ma Santé 2022, c'est la volonté de transformer 300 hôpitaux de proximité en EHPAD mal équipés, parce qu'on veut leur supprimer la chirurgie, les urgences et les maternités. Qu'est-ce qui va rester? Un service de médecine gériatrique. Justement, si cette épidémie a démontré quelque chose, c'est qu'on avait besoin d'une prise en charge des personnes âgées tout à fait pluridisciplinaire. On ne pouvait pas les cantonner dans un rôle... quand un patient âgé, c'est un patient qui certes a des spécificités en médecine, mais qui a besoin aussi de toutes les spécialités. S'il a mal au ventre, il faut bien un avis chirurgical. S'il a une douleur thoracique, il faut bien un avis cardiologique. Enfin, en gros, il faut les prendre en charge comme on prend tout le reste de la population. Il n'y a pas de différence là-dessus. Il va y avoir des spécificités liées au grand âge. C'est pour ça qu'on a des spécialités de gériatrie. Mais ça ne veut pas dire que le gériatre devient un polyspécialiste. C'est un spécialiste du grand âge. Après, les spécialistes d'organes ont leur place. Et ces logiques qui consistent à encore dégrader les prises en charge territoriales ou de proximité, c'est déjà tout ce qui nous a fait mal. Et quand le Ségur s'ouvre sous cette auspice, c'est vrai que c'est inquiétant. Et puis après, en effet, Macron avait déclaré quoi qu'il en coûte. Pour l'instant, vous avez des chiffres, vous? Non, il n'y en a pas. Pour l'instant, on n'a pas d'annonce. Alors, on a annoncé très largement ce qu'on était capable de mettre sur la table pour aider l'économie. Tant mieux, d'ailleurs, il faut l'aider, même si après, je contesterai beaucoup la façon dont on l'aide, parce qu'il faut l'aider avec des critères. On ne peut pas déverser des sommes comme ça et dire faites ce que vous voulez. Il faut des critères pour préserver l'emploi, pour un développement écologique. Enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà, il y aurait besoin de ça. Nous, on n'a même pas de chiffres. C'est-à-dire que d'un côté, c'est des centaines de milliards, de l'autre côté, on discute, et pour l'instant, ce qu'on a, c'est des médailles d'une célébration le 14 juillet. Non, il va falloir une négociation sérieuse, il va falloir remettre en cause ces politiques qui nous ont fait si mal. Pour l'instant, ça en prend le chemin, du coup. Et puis, voilà, les soignants constatent qu'on est de retour au monde d'après dans les hôpitaux. Enfin, le monde d'après qui ressemble au monde d'avant. Ça n'a pas changé. Donc, du coup, la réponse qu'on va apporter, c'est en effet un rapport de force, et c'est ça qui nous pousse à très rapidement organiser le débat et la manifestation du 16. Alors, pour parler des EHPAD, cette semaine, dans sa chronique dans l'Humanité, Christophe Prudhomme dit qu'il faut desserrer les mesures de visite parce que l'isolement des personnes âgées risque d'être plus grave encore que les conséquences de la maladie, enfin de l'épidémie qui, elle, commence à être maîtrisée. Chronique d'ailleurs que vous pouvez tous retrouver donc sur l'Humanité chaque semaine, comme tous les articles et toutes les analyses sur l'hôpital public. Qu'est-ce que vous en pensez de cette ouverture des EHPAD? Je pense que de toute façon, on arrive à une situation où nous commençons à avoir les moyens de diagnostic, de tests, même si après ils ne sont pas encore faits assez massivement, de tests et de protection. Donc, il faut faire maintenant appel à l'intelligence collective sur une épidémie pareille. On a un virus qui circule moins qu'au début de l'épidémie. On a, enfin, il était temps,
récupérer une capacité à tester et à protéger avec des masques. Et ben, il va falloir faire appel à l'intelligence des gens sur les mesures barrières, les mesures de protection. Mais en effet, il faut ouvrir, je l'avais dit pour les parcs et jardins, de la même façon. Ça devient ridicule de fermer des lieux comme ça et de concentrer les gens sur des trottoirs. Pour les EHPAD, c'est pareil, ça devient ridicule de ne pas permettre aux familles de rencontrer, même si ce sera avec des mesures de sécurité, avec des mesures barrières, mais il faut permettre aux familles de rencontrer leurs personnes âgées qui sont dans ces EHPAD, parce qu'en effet, excusez-moi, le retour qu'on a, c'est vraiment que, et là on les voit arriver, ces patients âgés aux urgences, c'est la vague qu'on est en train de voir, c'est des gens qui se sont dégradés et puis qui se sentent isolés, inquiets finalement d'être seuls. Et oui, Christophe Norduma a raison, hein, les conséquences sur la santé vont être importantes si on continue à laisser ces gens isolés. Donc il va y avoir besoin de réouvrir. On ne peut pas confiner encore une partie de la population. Je rappelle le confinement. Moi, j'ai pensé qu'il fallait confiner. Quand ça a été décidé, j'étais plutôt en soutien de cette initiative parce qu'on était tout nus, parce qu'il n'y avait ni les masques, ni les tests, ni de traitement, et qu'on n'avait plus rien, quoi. Donc il ne restait que ça. Mais enfin, ça reste une solution moyenâgeuse. Il faut en sortir le plus vite possible. Tester, diagnostiquer, isoler les patients qui sont contaminés, voilà, et puis protéger tous les autres. Mais il ne faut pas, voilà, on a dû arrêter la vie pendant 2 mois avec des conséquences, à mon avis, qu'on ne mesure pas encore complètement, même si nous, on est en train d'en voir le rebond dans les urgences. Il ne faut pas recommencer. Et il ne faut pas continuer pour une partie de la population qui vivrait ça sûrement comme une forme de stigmatisation en plus. Enfin, voilà, il faut réouvrir les choses, il faut réouvrir la vie complète, y compris pour les personnes âgées. Alors, on a un message de Louloute et on la remercie qui nous dit tous dans la rue le 16 juin pour défendre nos droits à la santé. On les a applaudis, il faut les aider, nos soignants. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que le 16 juin, à la date du 16 juin? Qu'est-ce qui va se passer le 16 juin et comment vous le préparez? C'est décidément un chat dans la gorge ce matin, c'est compliqué. Donc, le 16 juin, ça va être le jour, la journée d'action la plus grosse de la santé depuis le déconfinement. On a eu là des initiatives locales qui se tiennent encore les mardis ou les jeudis devant les hôpitaux de façon importante. Hein. On a été surpris puisque on sortait du déconfinement, ces rassemblements étaient forcément un peu mesurés, on était encore sur les distances de sécurité, on y est toujours. Et pourtant, voilà, on a vu à Debré évidemment, à Toulouse, à La Pitié, mais dans mon coin à Beauvais, Creil, là, mardi, il y a un rassemblement devant l'hôpital. Ce sont des rassemblements qui disent que la situation ne peut pas perdurer, on ne peut pas revenir au monde d'avant, et qui en même temps vont être l'occasion de débattre avec, entre les soignants entre eux, mais les soignants et les citoyens, les soignants et les patients, parce que ce débat, il doit enfler, c'est-à-dire que on a besoin vraiment de foisonnement démocratique, d'une co-construction des revendications. Nous, on les a mis en avant, on en a mis plusieurs, mais on a besoin de les faire partager, de les enrichir, parce que c'est un débat qui ne peut pas concerner que des spécialistes. La santé, ça concerne tout le monde. L'équilibre, les moyens qu'on attend pour être soigné, ça concerne tout le monde. Donc, on a besoin que tous les citoyens s'en emparent. Voilà, et donnent leurs mots, viennent avec nous, et viennent avec nous pas pour nous soutenir, mais pour co-élaborer avec nous, pour que, de nouveau, on ait une logique démocratique à la santé et à l'installation d'un réseau sanitaire dense de proximité, à la réinstallation, même par le passé. Donc, on a ces initiatives qui foisonnent un peu partout, et qui foisonnent beaucoup, et on veut les faire converger sur cette journée d'action, le 16 juin. Alors, ça va prendre plusieurs formes, des manifestations, une manifestation nationale à Paris, des manifestations dans des grandes villes de province et des rassemblements locaux. Alors à Creil, l'idée c'est que le rassemblement se fasse le matin du 16 pour accompagner le départ du bus de ceux qui pourront aller manifester à Paris, puisque toute une partie des soignants feront le travail, d'autres ne peuvent pas venir pour des raisons familiales, mais visiblement ça va être quand même assez nombreux. Et puis pour tous ceux qui ne peuvent pas venir, quand même marquer le coup et venir se rassembler au départ de ce bus. Donc voilà ce qu'on est en train d'organiser partout en France, ce que je dis pour Creil n'est pas un cas isolé, je sais que Beauvais a la même idée, que Compiègne a l'idée aussi de faire partir des gens, enfin ça c'est pour l'Oise, hein, c'est chez nous, mais partout on est en train de travailler comme ça, de faire des discussions entre les soignants, d'essayer de convaincre les citoyens que là il faut y aller,
Alors oui, ils ont beaucoup applaudi, mais maintenant il faut un pas supplémentaire. Il faut non seulement venir, mais il faut aussi dire son mot et construire. Parce que c'est pas seulement un soutien, c'est vraiment que les gens s'emparent de cette question. On ne peut pas revivre une situation comme celle qu'on a vécue. Donc voilà, c'est tout ça qui est en train de se mettre en place pour ce 16 juin. Je souhaite que ce soit une grande journée parce qu'on va avoir besoin de ce rapport de force face à la petite musique qu'on entend avec le Ségur, qui consisterait à boucler une réforme à la va-vite où le gouvernement nous donnerait là la sortie, là qui ressemblerait étrangement à la loi Ma Santé 2022 et qui ne changerait rien, qui accélérerait même les processus qui nous ont conduit là où on en est. C'est-à-dire qu'on va dans le mur, mais on veut accélérer. En gros, il veut accélérer, Philippe. Voilà, il y a besoin tout de suite de dire ce dont on a besoin, de repartir réellement du constat des besoins de santé dans la population et de ce qu'on met en face. Alors, vous dites il y a une très forte mobilisation à l'hôpital pour le 16 juin, c'est ce que vous ressentez, c'est en train de monter très très fort. On entend un peu partout des appels à converger sur cette journée du 16 juin. On a vu cette semaine des manifestations importantes sur un autre thème, qui était celui des violences policières, mais qui a rassemblé des milliers de personnes, et encore hier, partout en France. Donc, est-ce que vous pensez que la mobilisation dans la rue va reprendre avec le retour à une situation plus normale du point de vue de l'épidémie? Est-ce que vous pensez que le 16 juin, ça peut être un moment de convergence très important dans les rues de France pour l'hôpital public? Déjà, c'est un beau moment de convergence puisque c'est une dizaine d'organisations qui appellent à cette manifestation. Voilà, c'est déjà énorme. Hein. Les gens qui sont souvent dispersés, les grandes centrales syndicales, les comités, la coordination nationale des défenses des hôpitaux de proximité et des maternités. On a déjà un rassemblement qui est tout à fait inédit. C'est quelque chose de vraiment nouveau d'être à ce point rassemblés. Après, oui, d'autres, je l'ai vu, commencent à appeler à se joindre pour en faire une journée nationale de protestation sur l'ensemble des autres thématiques. Alors, on a tous été sensibles à ce qui s'est passé aux États-Unis, mais à ce qui se passe aussi en France. Oui, il y a des violences policières qui ne sont pas admissibles. Oui, il y a des racistes dans la police. Alors après, je n'irai pas dire que la police, dans son ensemble, est violente et raciste, parce que je travaille aussi avec des policiers. On a des brebis galeuses. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui font bien leur métier. Et je pense qu'en effet, on a un problème, c'est de ne pas être capable de dénoncer ces dérapages racistes et violents dans une sorte d'esprit de corps de la police. Ça nie à toute cette profession qui pourtant fait des choses. À un moment donné, il faut être capable de dénoncer ceux qui dérapent complètement. Et c'est une minorité importante quand même. C'est-à-dire, on a vu des actes, moi j'ai quand même en souvenir les manifestations des Gilets jaunes, mais aussi des interventions musclées dans des cités qui sont plus admissibles. Donc on a besoin d'une police républicaine. Je tiens quand même à dire qu'il faut faire attention à ne pas déraper. La police égale facho, il faut faire attention quand même, parce que c'est pas que ça. Nous, c'est des gens qui nous aident aussi d'urgence et qui viennent quand on a besoin d'eux et qui sont mesurés dans leur façon d'intervenir. Donc on a des gens à condamner, pas tous. Donc voilà, mais après, condamnons ceux qui sont condamnables, ça, il n'y a pas de raison de le faire. Et moi, j'aime que des policiers américains aujourd'hui mettent un genou à terre pour se désolidariser de ceux qui ont des actes violents et racistes. C'est quelque chose que nous, notre police devrait être capable de faire en France. Donc voilà, ça c'était au passage, j'en profite. Mais oui, il faut déconfiner le droit de manifester maintenant. Hein. Il faut nous permettre d'exprimer ce qui ne va pas, parce qu'on est toujours dans cette logique d'état d'urgence sanitaire qui permet de prendre des décisions de l'exécutif sans passer par la représentation parlementaire, sans passer par la démocratie la plus large. Je pense que, et je l'avais dit déjà dans le cadre de cette épidémie, on n'est pas dans une guerre, on est dans une lutte contre une épidémie, et c'est l'intelligence collective qui doit prévaloir. Et pour ça, il faut aussi qu'on permette aux gens de s'exprimer, et y compris d'exprimer leur colère, parce qu'on ne peut pas passer sous silence ce qui s'est passé durant cette épidémie. Là, on est en train de faire un grand épisode d'amnésie collective, comme si tout avait été bien géré. Non, rappelons ce qui s'est passé. Rien de préparé, pas de test, pas de masque, des gens qui sont allés quand même voir des patients sans aucune protection. Là, on nous annonce que, j'ai plus le chiffre des contaminés en médecine générale, une trentaine de morts. Des morts dans les hôpitaux aussi parmi les soignants, des médecins généralistes qui sont morts. Enfin, on peut pas faire comme si rien n'était arrivé. Il va falloir quand même remettre sur la table toutes les problématiques, retrouver un rôle
de la puissance publique de l'État pour coordonner la santé au niveau national et permettre que ça s'exprime au niveau local, on fasse le point des besoins et qu'on y mette les moyens en place. Alors sur le déconfinement, effectivement, la Ligue des droits de l'homme dénonce une atteinte aux libertés, le fait que les manifestations, par exemple hier, étaient interdites pour la plupart par les préfectures, alors que le déconfinement a lieu partout, que les terrasses ouvrent à Paris, que les restaurants ont ouvert partout en France. Les manifestations, pour la plupart, restent interdites. Donc la Ligue des droits de l'homme dénonce une atteinte aux libertés. Pour autant, il y a des appels à la désobéissance civile. Et on l'a vu hier, beaucoup de personnes, et notamment de jeunes, sont allés manifester malgré les interdictions, dans le calme, partout. Est-ce que le 16 juin, c'est cette vague-là que vous imaginez? Est-ce que vous pensez qu'il y aura cette convergence très forte, malgré l'urgence sanitaire toujours à l'œuvre, qui fera que hospitaliers et publics descendront ensemble dans la rue? Alors, je ne l'imagine pas, je l'espère. Et on y travaille, en fait. Ce qui va être déterminant, c'est tout ce qu'on va faire dans les jours à venir, les discussions qu'on va avoir. Cela, il y contribue. C'est le moyen aussi de toucher des gens qui pourront discuter avec leurs proches, qui pourront saisir l'importance de cette journée pour faire ce rapport de force. Parce que on voit bien quand même, tout est fait pour ne pas avoir le débat. Un grand Ségur qui ronronne, qui ne sort pas grand-chose, des conclusions qui vont être données durant l'été, des primes contestées qui seront versées de façon retardée, comme ça fin juillet, parce que là on a du mal, nous dit-on, à les verser. Fin juillet, on n'est pas en colère, fin juillet on est en vacances. On a l'impression qu'on est en train de noyer tout ça. Alors je ne doute pas que les choses rebondiront en septembre, mais sauf qu'il ne faut pas attendre en septembre. C'est maintenant qu'ils veulent rendre des conclusions sous forme d'une grande concertation qui n'en est pas une, qui est un monologue des ministres face à des organisations qui, pour l'instant, n'arrivent pas réellement à négocier quoi que ce soit, puisqu'on est dans des cadres hyper fermés qui ressemblent à la politique d'avant. Donc c'est maintenant qu'il faut dire les choses et c'est maintenant qu'il faut une manif qui permette de converger. Alors, on sera la semaine prochaine à 2 jours de la manifestation. On fera certainement un live ensemble pour parler à nouveau de l'état de la mobilisation et donner un peu partout en France, y compris avec la rédaction de l'Humanité, donner à voir comment se construit cette mobilisation. D'ici là, on espère que la situation va encore s'améliorer. Comme vous le dites, l'épidémie est maintenant maîtrisée pour l'essentiel. On vous invite tous à partager ce live le plus largement possible pour faire connaître et populariser cette date. Et puis également à préparer partout ce 16 juin. C'est ça. C'est pas uniquement à l'hôpital que ça doit se préparer. C'est vraiment partout, toutes les personnes qui ont applaudi à leur balcon les soignants pendant ces longs mois. C'est maintenant que la mobilisation doit avoir lieu pour que le 16 juin, les revendications des soignants se fassent entendre. C'est ça, c'est vraiment quelque chose de très collectif, ça doit complètement déborder le cadre traditionnel des manifestations des soignants. Nous, on y sera, voilà, on va y aller, ça s'annonce fort, mais il faut que là, tout le monde y soit. On ne peut pas laisser les choses ronronner comme ça. On n'a pas de garantie que cette épidémie ne récidive pas, on n'en sait rien, mais la deuxième vague, elle reste possible. On ne veut pas se retrouver dans la même situation. Voilà, c'est pas possible. Et on doit échapper à un nouveau confinement en se donnant les moyens d'y échapper. C'est pas une fatalité. Là, on aurait les moyens de remettre le service public hospitalier sur ses pattes si à un moment donné, on s'en donne des moyens financiers, si on a l'investissement que doit avoir notre santé, faisons-le. Ces considérations qui continuent à marchandiser la santé et puis à réduire notre champ, parce que voilà, on est sur des logiques de privatisation, c'est pas possible de continuer comme ça, et on voit bien l'inefficacité de cette politique. Cette épidémie l'a cruellement prouvé. Donc oui, le 16, il va falloir qu'on y soit et qu'on y soit nombreux. Donc bienvenue à tous. Sur ces mots, on va pouvoir conclure peut-être avec les 3 derniers commentaires. Celui de Nadia qui nous dit « Les choses doivent se faire maintenant, pas dans 6 mois. On ne veut plus de délai. » Bernadette
qui dit il faut absolument manifester, sinon le gouvernement va encore endormir le peuple, malheureusement. Et enfin, Galia qui nous dit Macron et la concertation, c'est de la poudre de perlimpinpin, il nous reste le rapport de force. Donc, on se donne rendez-vous on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau live. On sera à 2 jours du 16 juin, donc date très importante. Et ensemble, et avec la rédaction de l'Humanité, on sera mobilisés pour faire le point sur cette mobilisation et donner à voir comment elle se prépare partout dans le pays. Je vous remercie Loïc Penn et on se dit à la semaine prochaine. Oui, pas de problème. Au revoir, Nicole. Bonne semaine.